Hello les amis, nous sommes le samedi 2 mai 2020 et nous sommes toujours confinés. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cardiologue. Il s'appelle Eric Sabat. Il est président du Centre de recherche et dépistage cardiovasculaire à Rive-Sud au Québec. Et j'ai discuté avec lui pour l'inviter sur une émission, mais il n'a pas le temps. Donc on a un peu échangé par Messenger. C'était assez sympa parce que je voulais lui poser des questions par rapport à une vidéo qu'il a postée sur son mur Facebook. Et il m'a donné l'autorisation, bien évidemment, de la poster à mon tour. Depuis le début, j'essaye de voir un petit peu à droite à gauche les recherches des différents médecins, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit enfin là où je peux comprendre la langue, où c'est assez aisé pour moi de faire des recherches, en Allemagne également. Et j'ai pu constater, comme vous-même vous l'avez pu constater à travers mes vidéos, que des médecins étaient complètement dans l'ignorance de la recherche, des découvertes des autres médecins. Et ça, c'est l'échec patenté, par exemple, de l'étude Discovery qui a été menée en Europe, dont on attend encore les résultats. La pandémie va se finir et ils publieront peut-être les résultats, mais je ne pense pas. Et donc souvent aussi, vous avez vu dans mes émissions comment j'étais remercié par des médecins, soit directement dans les commentaires, soit en réponse, en disant mais comment c'est possible qu'on reçoit des informations, que ce genre d'informations ne nous soit pas transmis par le haut. Je ne sais pas, je ne peux pas tout faire. Donc avant d'écouter Eric Sabat, parce que c'est très intéressant, puisque ça rejoint mes émissions d'il y a 2-3 semaines, certaines qui ont été attaquées du reste sur le net, mais bon, c'est pas grave. On me raconte ça, mais moi je fais pas ça pour être attaqué ou pas. Je fais ça pour aider les gens. Le reste ne m'intéresse pas. Ceux qui sont derrière leur écran à critiquer sans rien faire, continuez. Donc d'abord, une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle pour essayer de arrêter un petit peu ce virus de la peur. Des scientifiques concluent que les gens ne peuvent pas être infectés 2 fois. Et donc ça, c'est des études toutes fraîches que je vous mets dans les liens de la Corée du Sud. Selon des scientifiques sud-coréens, il y a un certain nombre de cas signalés de rechute de patients atteints de coronavirus après avoir surmonté la maladie étaient dus à des échecs de tests. Les chercheurs du Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies, le CDC, disent maintenant qu'il est impossible pour le Covid de se réactiver dans le corps humain. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il rajoute que contrairement à d'autres virus qui peuvent pénétrer dans le noyau des cellules humaines et rester latents pendant des années avant de se réactiver, le corona reste en dehors du noyau de la cellule hôte. Cela signifie qu'il ne provoque pas d'infection chronique ni de récidive, ce qui signifie qu'il est peu probable que les patients rechutent de cette façon. À l'avenir, il pourrait être possible que le corona mute et infecte des personnes qui l'ont déjà surmonté de la même manière que la grippe. Donc ça c'est une autre possibilité où il peut disparaître. Donc déjà ça fait aussi l'inutilité totale, messieurs, du vaccin. Bonne nouvelle, et c'est vrai que les tests, soyons francs, les tests ne sont pas fiables, ok? Pour moi, 40% des tests sont faux. Je l'ai vu sur Marseille où il y avait des tests qui étaient positifs et avec l'analyse des machines qui sont à l'IHU de Marseille. C'est une autre vidéo, vous pouvez aussi la voir sur la chaîne de l'IHU de Marseille. Ils ont de sacrées machines, et donc les résultats étaient négatifs. Voilà, maintenant je vous laisse avec Eric Sabat, et ça va intéresser beaucoup de médecins. On avance chacun de son côté, autant mettre les forces en commun. Voilà, je vous laisse. À bientôt, bye, bisous. Bon matin, Eric Sabat, cardiologue à l'hôpital Pierre Boucher. Alors, depuis plusieurs semaines, à l'occasion de ma route vers l'hôpital le matin, je poste quelques updates sur le Covid-19 et puis
je tente de vulgariser la situation. Alors, aujourd'hui, j'ai une vingtaine de minutes, je vais tenter de vous expliquer un petit peu où a évolué la connaissance médicale par rapport à cette maladie. Non pas pour semer un sentiment de panique, loin de là, mais pour dire qu'on comprend de plus en plus ce qui mène vers des complications et on va peut-être éventuellement, donc on va baser la recherche sur ce volet-là et puis donc c'est plus un message d'espoir au niveau de la recherche clinique et de la compréhension de la maladie que je veux que vous reteniez. Alors donc, je vais tenter pour ceux qui trouvent ça trop pénible, écoutez, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer médicalement et de simplifier là, nos compréhensions de la maladie. Alors je suis cardiologue, donc quand je me suis intéressé et lu beaucoup sur la maladie il y a 2 mois, je m'attendais jamais vraiment que la maladie m'implique comme médecin traitant de manière directe. Et je pensais que c'était une maladie pulmonaire surtout, mais comme vous allez comprendre, cette maladie est maintenant devenue une maladie cardiovasculaire. Et puis donc les cardiologues sont définitivement rapidement impliqués dans l'évolution de cette maladie, surtout dans les phases sévères. Et non seulement ça, mais je ne pensais pas du tout que mon hôpital à Longueuil serait devenu le centre principal de la Rive-Sud. Et je suis présentement entouré toute la journée de patients avec la COVID-19. Je peux vous dire que être dans une salle avec 8 patients en même temps, c'est sûr qu'il y a de l'angoisse. On espère toujours être suffisamment protégé, mais c'est surprenant comment on n'entend pas les gens tousser. Les gens viennent, ils sont assez âgés, ce que je vois. Ils viennent pour fatigue, faiblesse, perte de connaissance, diarrhée, léthargie, détérioration d'état général, mais beaucoup plus ça que la toux et des crachats. Bien sûr, il reste que je ne vois que les gens les plus malades qui sont hospitalisés, mais que tous ceux qui sont renvoyés à la maison ont probablement principalement de la toux comme symptôme. Mais il faut se méfier parce que surtout chez les personnes plus âgées, c'est très dur de reconnaître. On ne reconnaît pas ça comme une maladie pulmonaire qui saute aux yeux. Alors ce message, je voulais vous en faire part. Maintenant, nous avons appris beaucoup de choses. D'abord, toutes nos connaissances étaient basées sur le virus cousin du virus actuel, qui était la maladie du SRAS, que vous vous rappelez peut-être il y a quelques années, dû au virus SARS-CoV-1. Et actuellement, on a appelé ce virus SARS-CoV-2. Donc le premier virus SARS-CoV-1 attaquait les poumons et rapidement détruisait les alvéoles des poumons et les poumons se remplissaient de liquide et les gens étaient en détresse respiratoire comme une noyade et il fallait vite les intuber et appliquer beaucoup de pression dans les poumons pour libérer l'eau qui s'était accumulée dans les poumons et tenter de les oxygéner de cette manière. Alors c'est ça qu'on savait de ce virus-là et bien entendu en Italie, lorsqu'il y a eu cette vague de maladies et des gens qui arrivaient avec un taux d'oxygène bas, le réflexe c'était exactement ce qu'on avait pris comme habitude, de les intuber, de mettre beaucoup de pression dans les poumons et de tenter de mieux les oxygéner. Mais là, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on n'avait pas le succès escompté et que le taux de mortalité était de plus en plus élevé chez les patients qu'on intubait. Clairement, il y avait aussi un autre phénomène que les Italiens ont remarqué, c'est que les pressions qu'ils devaient mettre dans les poumons pour emmener l'oxygène n'étaient pas élevées, comme s'il n'y avait pas beaucoup de résistance et en fait, comme si les poumons n'étaient pas noyés de liquide, mais qu'il y avait un autre mécanisme qui expliquerait le manque d'oxygène chez ces patients. Et c'est ça qui a mené à la compréhension actuelle de la maladie, qui est totalement différente. Je dis totalement, mais en fait, en partie différente. Certains ont effectivement cette forme de la maladie où il y a de l'eau dans les poumons, mais la plupart maintenant ont une atteinte des vaisseaux sanguins. Donc, on a compris que le virus va s'installer sur un récepteur qu'on connaît, qu'on a identifié. Ce récepteur existe dans les poumons, mais il existe à la surface des vaisseaux sanguins. Et puis, en s'installant sur la surface des vaisseaux sanguins, la capacité des vaisseaux à faire ce qu'ils font de bon, elle est perdue. C'est-à-dire la capacité des vaisseaux
à se dilater pour emmener plus de sang est perdu. Les vaisseaux vont plutôt se resserrer en présence du virus. Et non seulement il se resserre, mais la surface du vaisseau est détruite et ça libère beaucoup de protéines qui favorisent la coagulation. Donc cette maladie, elle bypasse les poumons sans nécessairement entraîner du liquide dans les poumons. Elle va aller s'installer dans les vaisseaux et occasionner une inflammation des vaisseaux, une destruction d'une certaine membrane à la surface des vaisseaux et une libération de substances qui vont faire de la coagulation. Et qu'est-ce que veut dire de la coagulation? Ça veut dire des petits caillots qui se font. Alors ces petits caillots peuvent aller bien entendu dans les poumons et comme on n'amène pas donc le sang, comme le sang n'arrive pas dans les poumons, il ne peut pas s'oxygéner. Ce n'est donc pas par un phénomène de noyade des poumons, mais plus par un phénomène de manque d'apport sanguin que le taux d'oxygène est bas dans cette maladie. Et bien entendu, si des petits caillots se font, ça ne va pas seulement que dans les poumons. On a compris que ça peut se rendre au cerveau, entraîner des phénomènes de toutes sortes. On a décrit typiquement ce qu'on décrit le plus souvent et ce qui est un peu dur à expliquer, c'est un phénomène de perte d'odorat et de goût très spécifique à ce virus. Alors pourquoi cette partie du cerveau est particulièrement atteinte, c'est dur à comprendre, mais il y a également des ACV qui sont décrits, même chez des adultes plus jeunes. Et il s'agit même là des fois de présentation initiale de ce virus, donc des ACV, des infarctus, des embolies pulmonaires. Et là, on décrit également des caillots au bout des doigts, au bout des orteils. Et ça se voit plus chez les enfants et les jeunes adultes. Et ça peut être pour beaucoup la seule manifestation. Donc, on est en train de décrire des enfants qui ont le bout des orteils avec des taches bleues, qui est un mécanisme qu'on connaissait déjà dans d'autres conditions, mais qui reflète un manque de circulation à des petits endroits des orteils, dû à des petits caillots qui se sont rendus là. Alors, chez les enfants, souvent, ils n'ont pas les autres phénomènes de toux, d'atteinte pulmonaire, mais on peut voir la perte du goût et de l'odorat et des fois les orteils bleus, et c'est hautement suspect de cette maladie. Alors, vous comprenez que quand il s'agit d'une maladie qui provoque des caillots, tous les organes du corps peuvent être affectés, et c'est ce qu'on voit. On voit une insuffisance des reins, on voit des diarrhées avec le tube intestinal affecté, on voit bien sûr les manifestations au cerveau, pulmonaire, cardiaque. Alors, maintenant, on comprend que la recherche doit être visée sur tenter d'éviter ou de limiter les dommages dus à la coagulation qui est suractivée. Maintenant, on sait qu'il y a des patients qui sont, disons, qui ont toujours, eux, une coagulation un peu plus active de manière, même avant d'avoir un virus. Et ça, ce sont les patients qui sont à risque de compliquer de ce virus. Donc, les obèses ont ce phénomène d'avoir une coagulation anormale et des vaisseaux sanguins qui sont prônes à cela. Les diabétiques, les fumeurs, ceux qui ont déjà une maladie cardiaque, donc et les hommes plus que les femmes. Donc, on voit que c'est exactement le profil de cette maladie. Ce sont les patients qui sont plus à risque et qui ont déjà un genre de phénomène d'inflammation des vaisseaux chroniques dû à ces conditions que j'ai nommées. C'est eux qui sont plus prédisposés à faire des complications de cette maladie, qui sont de la coagulation un peu disséminée. Alors, pour le moment, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique, mais chez certains patients qui nous arrivent aux soins intensifs et chez qui on peut doser certains éléments sanguins qui déterminent que la coagulation est très activée, il est probable qu'on va leur donner des anticoagulants pour éclaircir le sang et tenter de limiter les problèmes de coagulation. Mais on sait très bien aussi qu'il y a des risques de saignement chez ces patients fragiles. Alors, c'est un jeu très délicat dans le traitement de ces patients-là.
Et bien sûr, des études vont se faire maintenant beaucoup plus axées sur le domaine cardiovasculaire et la protection contre ce risque de caillot que sur le virus lui-même. Le virus, c'est long. Le vaccin va-t-il arriver un jour? On ne le sait pas. Va-t-il protéger réellement tout le monde? On ne le sait pas. Va-t-il protéger de la deuxième vague? On n'a aucune idée. Alors, ça fait des années qu'un vaccin contre les coronavirus sont tentés d'être développés, mais sans succès. Alors, il n'y a rien qui prouve que d'ici un an et demi ou même 2 ans, qu'on aura un vaccin. Donc, il faut trouver probablement plutôt des traitements pour faire en sorte que les gens, le petit pourcentage de patients qui compliquent avec ces complications vasculaires, eh bien qu'on puisse les traiter et éviter, disons, les complications mortelles. Parce que la plupart des gens auront des phénomènes légers dont ils vont même pas s'apercevoir et vont pouvoir guérir sans être hospitalisés. C'est encore le cas. On n'arrive pas à déterminer précisément à l'heure actuelle quel pourcentage de la population a pu déjà attraper le virus sans s'en apercevoir, mais c'est encore un faible pourcentage. Je ne suis pas de ceux qui croient que déjà 20-25% des gens ont été infectés, mais je pense plutôt qu'il s'agit entre 5 et 10%, autour de 5% de la population qui est peut-être déjà infectée. Alors, ça va prendre beaucoup de temps avec ce virus. L'espoir, c'est que il disparaisse un peu de lui-même avec le beau temps, avec les rayons ultraviolets du soleil. Mais il y a cet espoir, mais il y a aussi la probabilité qu'il réapparaisse avec l'automne et l'hiver prochain. Et on va savoir un peu ça en Australie qui en fait est maintenant, le taux d'infection a beaucoup baissé pendant leur période estivale, et on regarde, ça va être les premiers à rentrer dans l'automne, et on va regarder s'il y a une deuxième vague. Donc on a cette possibilité, disons, de prévoir le coup, de voir ce qui se passe ailleurs.